Welcome back to the program. Today we are joined by Colonel Douglas McGregor. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Une guerre possible contre l'Iran, la situation devient un peu confuse. D'un côté, on observe ce développement massif, ou plutôt cette concentration de puissance militaire. De l'autre, on pourrait avoir l'impression que Donald Trump, lors de son discours sur l'état de l'Union, revenait sur certaines des exigences les plus dures ou les plus fermes à l'égard des Iraniens. Je me demandais, comment interprétez-vous la situation? Pensez-vous qu'une décision a été prise d'entrer en guerre? Has there been a decision, you think, made to go to war? Oui, je le pense. Je crois qu'il reconnaît qu'il n'a pas vraiment le choix. Vous savez, il faut comprendre qui l'a mis à la Maison-Blanche et l'énorme pouvoir et influence du lobby pro-israélien et des milliardaires sionistes aux États-Unis qui y contribuent. Je suis sûr que si vous avez regardé le discours sur l'état de l'Union, vous avez vu que, lorsqu'il a abordé la question de l'Iran, il a reçu une ovation debout, non seulement de son propre parti, mais aussi des démocrates. Cela montre que le lobby contrôle à la fois le Congrès et la Maison-Blanche. Dans ces conditions, je pense qu'une guerre avec l'Iran est inévitable. Maintenant, les gens se demandent pourquoi ça n'a pas déjà eu lieu. Je pensais que cela arriverait un peu plus tôt, mais je crois qu'il faut comprendre que nous faisons face à plusieurs problèmes. Tout d'abord, il n'y a que 2 groupes aéronavals. Normalement, pour une opération de cette envergure contre un pays de la taille de l'Iran, on en aurait plusieurs. Mais la marine n'est pas dans les meilleures conditions en ce moment. Nous avons 3 autres groupes aéronavals qui, dans les prochaines semaines, pourraient être prêts à intervenir. Mais ils ont des problèmes. Ils ne sont pas à pleine capacité. On peut donc se demander si nous allons attendre aussi longtemps. Je ne sais pas. J'en doute. Je pense que le poids de cette opération va reposer en grande partie sur l'armée de l'air américaine. La flotte essaiera de protéger les Israéliens, en particulier celles qui se trouvent en Méditerranée, contre les missiles entrants. Quant à la flotte dans l'océan Indien, je ne suis pas sûr de son efficacité ni de son impact. L'une des choses que plusieurs de mes amis ont faites, je ne me suis pas moi-même penché sur le processus, mais the numbers and estimates and what you fait. Et quand on considère les centaines de kilomètres que nous devons parcourir en avion, que ce soit depuis des bases terrestres ou maritimes, c'est-à-dire depuis des porte-avions, pour livrer des bombes, des munitions, des missiles, des roquettes, et ainsi de suite, on se retrouve dans une situation où il faut probablement se ravitailler en vol sur le chemin de la zone cible, puis à nouveau sur le chemin du retour, car il est question de centaines de kilomètres. Ainsi, des avions qui, dans de bonnes conditions, peuvent parcourir environ 300 kilomètres, vont maintenant devoir parcourir 700 voire 800 kilomètres pour atteindre la zone cible. Et je ne parle pas nécessairement de pénétrer les défenses aériennes intégrées de l'Iran, qui cette fois, je pense, fonctionneront infiniment mieux que la dernière fois, tout simplement parce que les Russes et les Chinois ont investi énormément d'expertise. Oui, je pense que nous allons assister à une guerre. Et le peuple américain, dans son immense majorité, du moins d'après les sondages, est opposé à une guerre avec l'Iran. Selon le sondage que l'on consulte, 70%, 75%, presque 80% ont dit non. Plus de guerre au Moyen-Orient, point final. Pas de guerre nulle part pour la plupart des Américains. Mais les Américains ne contrôlent pas le Congrès, c'est le lobby israélien qui le fait. Donc quand nous parlons de démocratie, je pense qu'il faut prendre du recul et regarder la réalité en face. Ce n'est pas seulement le lobby israélien sur cette question particulière, évidemment il est décisif, mais de nombreux lobbies à Washington, D.C. dépensent beaucoup d'argent pour influencer les votes en leur faveur. Dans le cas du lobby pro-israélien, ils disent « Eh bien, nous n'avons dépensé qu'un peu plus de 3 millions en lobbying. » C'est vrai,
Mais cela n'inclut pas, vous savez, essentiellement plus de 100 millions de dollars dépensés par des milliardaires sionistes pour prendre le contrôle des candidats. Comment fait-on cela? Eh bien, on met de l'argent dans leur campagne, dans leur comité d'action politique, n'est-ce pas? Et on leur fait comprendre que s'ils ne votent pas comme vous le souhaitez, vous soutiendrez leurs adversaires. Peu importe qui est l'adversaire ou à quel parti il appartient. En d'autres termes, faites des affaires comme nous vous le disons, et tout se passera très bien. Vous en tirerez beaucoup d'argent, et nous vous enverrons d'autres bonnes nouvelles. Car souvenez-vous, ces milliardaires possèdent la majorité des médias. Ce sont des figures de proue du monde financier. Ils possèdent Hollywood. Et ce n'est pas tout. Ils contrôlent probablement aussi une grande partie de la profession juridique. Mais au bout du compte, ils sont en position, grâce aux banques et à diverses entreprises, de mettre encore plus d'argent dans votre poche si vous allez dans leur sens. Alors j'ai bien peur qu'à ce stade, peu importe ce que le peuple américain pense ou veut, son gouvernement est engagé sur la voie de la guerre avec l'Iran. Eh bien, comment pensez-vous que cette guerre sera menée? Vous avez mentionné que beaucoup de ces bombardiers doivent voler bien plus loin que d'habitude. Mais il y a des rapports faisant état de plus d'une centaine d'avions ravitailleurs utilisés pour soutenir ce qui semble être un renforcement massif de la puissance navale et aérienne. Alors, comment pensez-vous que cela peut être mené? Parce que ce ne sera pas une guerre limitée, et je pense que les Iraniens ont également écarté la possibilité d'une simple frappe limitée. Alors, comment voyez-vous cette guerre? Je sais que vous ne participez pas à la planification militaire dans ce cas, mais comment pensez-vous que cette planification est menée? Je ne connais pas les différentes options qui sont présentées au président Trump. Les politiciens, comme vous le savez, ont toujours eu tendance, historiquement, à vouloir ménager la chèvre et le chou. La plupart des politiciens ne veulent pas aller jusqu'au bout. Par là, je veux dire qu'ils cherchent quelque chose de moins extrême que ce qu'ils redoutent le plus, à savoir une guerre totale. Je suis donc sûr qu'on lui présente quelques options limitées, car les politiciens aiment donner des signaux plutôt que de réellement agir. Vous savez, lorsque nous nous dirigions vers la campagne aérienne du Kosovo en 1998, les politiciens à Bruxelles proposaient des idées du genre « Faisons une frappe de démonstration pour montrer aux Serbes que nous sommes sérieux. » Et bien sûr, c'était ridicule. Vous savez, on allait tirer des missiles de croisière sur une cible où il n'y avait ni personne, ni installation digne de ce nom, et on disait à tout le monde de regarder la cible puis d'observer l'explosion. Et ils pensaient que cela pourrait éviter une campagne de bombardement contre les Serbes. Bien sûr, cette idée a finalement été abandonnée, mais ils ont continué à bricoler, et au final, nous avons mal calculé. Quand je dis « nous », je parle du grand quartier général des puissances alliées en Europe concernant le nombre d'avions et de munitions nécessaires. Ainsi, la campagne aérienne, au lieu de se terminer en 2 semaines, a duré 68 jours. Je pense qu'on observe un phénomène similaire ici. Vous ne parlez plus de 8 millions de personnes au Kosovo et en Serbie. Vous parlez de 90 à 93 millions de personnes en Iran, ce qui correspond à peu près à la taille de l'Europe occidentale. Et les centres de population sont désormais activement couverts par divers systèmes de défense aérienne. Maintenant, est-ce que tous ces systèmes de défense aérienne fonctionneront très bien? Je ne sais pas. Je suppose qu'ils feront mieux que la dernière fois. Mais le défi pour nous, comme je l'ai mentionné plus tôt, est double. Tout d'abord, il faut se maintenir dans une région où, en ce moment, presque tout le monde nous dit de quitter leur pays. Laissez-moi m'arrêter un instant pour y réfléchir. La Jordanie nous autorise à occuper 2 bases dans la partie occidentale du pays.
Et il y a un grand nombre d'avions stationnés au sol là-bas. Sinon, nous dépendons largement de bases aériennes situées en dehors de la région. C'est un énorme problème, car au lieu de simplement effectuer des allers-retours dans un périmètre relativement proche de l'Iran, comme nous l'avions fait la dernière fois, cette fois-ci, comme vous l'avez souligné, nous parcourons des centaines de kilomètres. Pour cela, il faut une réserve presque inépuisable d'avions ravitailleurs. Et ceux-ci doivent tourner. Il faut avoir des ravitailleurs en vol sur zone, d'autres en route, et d'autres encore sur le chemin du retour pour être réapprovisionnés, et ainsi de suite. Pour l'instant, il semble que nous prévoyons d'opérer dans l'espace aérien irakien. À présent, les Irakiens ne nous soutiennent pas et ils s'opposent fermement à toute guerre avec l'Iran. Je ne sais pas ce que cela signifie. Est-ce que cela veut dire que nous pourrions faire face à de l'hostilité de la part de l'Irak dans cet espace aérien? Sommes-nous limités par cela? Je veux dire, certains disent qu'il pourrait y avoir des attaques venant du nord et l'Iran attaquant depuis le sud. Eh bien, si vous venez du sud, vous devez parcourir presque 1000 milles pour atteindre les cibles que vous voulez frapper. C'est extrêmement difficile. Tout récemment, au cours des dernières 24 heures, un ami sur le terrain là-bas a dit « Vous savez, nous sommes contraints de nous replier sur l'Inde comme base à partir de laquelle nous pourrions nous déployer, faire le plein, nous réarmer, puis repartir en mission. » Ou bien on est contraint de se tourner vers l'Afrique, mais même les États africains, comme l'Égypte et le Soudan, ne nous soutiennent pas dans notre guerre contre l'Iran. En partie, c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu s'y engager dès le départ. Mais je pense qu'il faut aussi souligner que les propos tenus par l'ambassadeur Huckabee lors de son entretien avec Tucker Carlson ont eu un impact très négatif. Les populations de la région perçoivent le projet du Grand Israël comme une menace existentielle pour elles. Si l'on met tout cela ensemble et qu'on considère en plus le fait que notre marine est surmenée, surexploitée et franchement épuisée, on comprend la situation. Le groupe de combat du Ford est resté dans les Caraïbes pendant plus de 6 mois. Je crois qu'ils en sont à leur 9e, voire 10e mois en mer. C'est scandaleux. C'est tout simplement inacceptable. Maintenant, ils se sont arrêtés à la baie de Souda, en Crète, juste au large des côtes grecques, pour faire face à de nombreux problèmes. Tout le monde a entendu parler de leurs problèmes d'élimination des déchets, disons-le ainsi. Mais ensuite se pose la question suivante. Une fois que vos navires ont tiré leurs missiles, où vont-ils aller pour en recharger de nouveau? Faut-il descendre jusqu'à Diego Garcia? On ne peut pas utiliser le Golfe. Et historiquement, c'est là que nous faisions nos rechargements. Faut-il retourner en Italie, en Sicile jusqu'à Naples, ou remonter vers la Grèce? Probablement vers la Grèce, je le soupçonne, dans une certaine mesure. Tous ces problèmes, je ne pense pas qu'ils aient été anticipés, et ils sont maintenant exposés au grand jour. Les gens discutent de la manière d'y faire face. Donc, même si nous disposons de suffisamment de roquettes, de bombes et de missiles pour détruire une grande partie de l'Iran, cela ne fait aucun doute. Comment les amener sur la cible? Comment y parvenir? Comment s'approcher suffisamment pour larguer vos munitions ou lancer vos missiles sans vous mettre en danger? Nous tracions des arcs en examinant le Shahab 2, qui est un missile balistique de théâtre. Un missile balistique de moyenne portée que les Iraniens ont développé. Il est hypersonique et ils en possèdent un grand nombre. Même les pistes d'atterrissage ou les bases aériennes de l'ouest de la Jordanie sont à portée. Israël l'est aussi, bien sûr, tout comme les navires en Méditerranée. Je dirais que nous avons l'avantage à bien des égards en matière de technologie air-air et solaire, mais nous faisons face à la tyrannie de la distance.
Et les seules personnes capables d'entrer et de sortir pour livrer leurs munitions facilement, à condition de ne pas être abattues, même si nous pensons qu'elles ne peuvent pas être ciblées efficacement, sont les bombardiers B-2 et, à terme, les B-52. Mais ils volent à quoi? 12 000 mètres d'altitude? Nous n'en sommes pas sûrs. Nous ne pensons pas que les Iraniens puissent les abattre, mais nous pourrions découvrir que nous avons tort, car nous voyons beaucoup d'indices montrant qu'ils peuvent les suivre. Et si l'on peut suivre quelque chose, comme les Serbes l'ont démontré, on peut l'abattre. En résumé, nous avons beaucoup de questions sans bonne réponse. La marine et l'armée de l'air travaillent dur pour traiter ces problèmes et trouver des solutions. Mais je pense que c'est pour cela que l'on commence à entendre des murmures à Washington venant de l'armée, au sujet de son incertitude quant à l'issue de la campagne de missiles contre l'Iran.